Il était un PDG millionnaire, impitoyable, jusqu'au jour où une fillette de 7 ans sauva sa vie et la changea à jamais. Le hall de l'hôtel Ritz Paris resplendissait de richesse. Un palais de marbre poli, de lustres dorés, et d'employés en uniforme qui se déplaçaient avec une précision chorégraphiée. Les clients murmuraient dans plusieurs langues, leurs bijoux scintillant sous les lumières, comme pour rappeler au monde leur statut. Au centre de cette opulence se tenait un homme qui incarnait autant le pouvoir que le bâtiment lui-même. Michel Cartier avait franchi d'innombrables halls de ce genre dans sa vie, et chaque fois les regards se tournaient, sentant sa présence, avant même de reconnaître son visage. Il était grand, large d'épaules, et se tenait avec la maîtrise de quelqu'un qui n'avait jamais laissé l'incertitude tacher son allure. Ses cheveux sombres, impeccablement coiffés, accentuaient encore le bleu perçant de ses yeux qui avaient déjà fait taire des équipes entières de négociation. Ce matin-là, il portait un costume bleu clair, taillé à la perfection, un homme qui paraissait non seulement intouchable, mais indestructible, une figure aussi soigneusement construite que les tours de verre que son entreprise faisait surgir à la Défense et dans les grandes villes du monde. Michel se trouvait à l'hôtel, pour une raison précise. Dans quelques minutes, il devait rencontrer des investisseurs européens, dont l'argent déterminerait la prochaine décennie d'expansion de son empire. La réunion valait des milliards, mais pour lui ce n'était qu'une étape de plus sur le chemin qu'il avait toujours suivi. Progrès, pouvoir, profit. Il s'y était préparé comme à toute chose, ne laissant rien au hasard, relisant les contrats, jusqu'à ce que chaque clause lui semble gravée dans la pierre. Assis dans une salle de conférence, entouré d'assistants et d'avocats, sa voix calme donnait les dernières instructions, tandis que son esprit avançait avec la précision d'une horloge. Rien, ce jour-là, n'était censé le surprendre, car dans le monde de Michel Cartier, surprise était un autre mot pour faiblesse. Pourtant, hors de la salle de conférence vernie, le destin préparait en silence la scène d'un moment qui allait ébranler tout ce qu'il croyait comprendre. Dans l'un des couloirs ornés de l'hôtel, où l'air était lourd du parfum des fleurs et où les meubles brillaient de cire, une petite fille attendait. Elle n'appartenait pas à ce monde de costumes et de perles, de contrats et de pouvoir. Elle avait 7 ans, de longs cheveux blonds, attachés maladroitement, une robe blanche déjà froissée par la journée, et une veste en jean trop grande pour ses frêles épaules. Ses chaussures étaient éraflées, ses petites mains agitées serraient la poignée d'un sac à dos usé. Son nom était Émilie. Émilie avait appris à se fondre dans le décor. Inaperçue par les clients qui passaient devant elle avec leurs bagages et leurs exigences, sa mère travaillait comme femme de chambre à l'hôtel, souvent de longues heures, et Émilie n'avait pas d'autre choix que d'attendre, parfois en lisant, parfois simplement en observant le flot ininterrompu d'étrangers. Elle avait appris à devenir invisible, à écouter plus qu'à parler, à occuper le moins d'espace possible. Pourtant, ses grands yeux bleus ne laissaient rien échapper, et dans son silence, elle absorbait les langues et les intonations des gens qui l'entouraient. Elle se plaisait souvent à imaginer que le hall était une scène et qu'elle seule savait qu'elle assistait à une pièce de théâtre. Ce matin-là, tandis que Michel Cartier se préparait à signer des contrats de plusieurs millions dans une salle de bois et de verre poli, le petit monde d'Émilie bascula. Elle s'était aventurée près des entrées de service, là où le personnel de l'hôtel se déplaçait à pas pressés et à voix basse, portant draps et plateaux à l'abri des regards des clients. C'est là
debout près d'une porte à demi cachée. Dans l'ombre, qu'elle entendit des mots qui n'avaient pas leur place dans ce palais étincelant. 2 hommes en uniforme parlaient doucement, mais leurs voix lui parvinrent, et bien que d'autres les auraient ignorées, Émilie se figea. Ils parlaient italien, une langue que sa grand-mère lui avait jadis apprise lors d'après-midi remplis de berceuses et d'histoires chuchotées. Les mots n'étaient non pas destinés à des oreilles d'enfant. Pourtant, ils la transpercèrent avec une clarté qui lui coupa le souffle. Elle ne comprit pas chaque phrase, mais assez pour saisir le sens. Éliminée, seule, aujourd'hui. Elle se plaqua contre le mur, le cœur battant à tout rompre, tandis que les hommes riaient doucement avant de s'éloigner. Les morceaux s'assemblèrent dans son esprit avec une vitesse terrifiante. Ils ne parlaient pas de n'importe qui. Ils parlaient de Michel Cartier, l'homme qu'elle avait vu dans les journaux, l'homme qui se trouvait à cet instant même dans l'une de ces salles de conférence brillantes. Ce n'étaient pas des protecteurs, c'étaient des prédateurs, déguisés en agents de sécurité, attendant le moment où ils seraient vulnérables. Les petites mains d'Émilie tremblaient, tandis qu'elle serrait la sangle de son sac à dos. Elle aurait pu courir vers sa mère. Elle aurait pu se cacher et prétendre n'avoir rien entendu. Mais quelque chose en elle refusait de rester immobile. Elle se souvenait de la voix de sa grand-mère lui enseignant la langue, lui répétant que les mots avaient le pouvoir de sauver et de détruire. Et elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser le silence détruire cet homme, rassemblant un courage bien au-delà de son âge. Elle se tourna vers le couloir menant aux salles de conférence. Ses pieds martelaient la moquette, son souffle haletait lorsqu'elle poussa les portes et entra dans un monde qui, autrement, ne l'aurait jamais remarqué. À cet instant précis, Michel Cartier leva les yeux de ses documents et la vit. Une petite silhouette tremblante dans l'embrasure de la porte, tellement déplacée qu'il crut un instant qu'elle s'était égarée par erreur. Mais lorsque sa voix brisa le silence poli de la salle avec ces mots, « Ils veulent vous faire du mal », son univers bascula, et pour la première fois depuis des années, l'homme inébranlable, réputé pour son sang-froid, sentit son sang se glacer. Ce jour qui devait être un triomphe venait de devenir quelque chose qu'il ne contrôlait pas, et il ne savait pas encore que cette fillette allait changer sa vie pour toujours. La pièce tomba dans un silence stupéfait tandis que les mots de l'enfant résonnaient dans la salle de conférence, leur urgence brute fendant l'atmosphère polie comme une fissure dans le verre. Michel Cartier, un homme qui s'enorgueillissait de reconnaître la manipulation et de distinguer la vérité du mensonge en quelques secondes, se retrouva incapable d'écarter la voix tremblante qui venait de briser le rythme de sa réunion soigneusement orchestrée. Ses conseillers paraissaient déconcertés. Certains fronçaient les sourcils face à l'interruption. D'autres se levaient déjà pour escorter l'enfant dehors. Mais Michel leva brusquement la main pour les arrêter. Son regard restait fixé sur elle, la minuscule silhouette debout dans l'encadrement, le visage pâle, les yeux bleus, écarquillés et humides d'une peur impossible à feindre. Elle serrait le bord de sa veste, en jean, comme si elle pouvait s'en protéger. Et bien qu'elle semblât prête à s'enfuir, elle refusa de bouger tant qu'il ne l'avait pas reconnue. Il se leva lentement de sa chaise, chacun de ses gestes délibérés, ses instincts tiraillés entre le scepticisme et quelque chose de plus profond, qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une reconnaissance presque primitive du danger. Il s'avança vers elle, ignorant les protestations nerveuses de ses collègues, et lorsqu'il s'agenouilla légèrement pour la regarder dans les yeux, il vit combien ses petites mains tremblaient le long de son corps. « Qu'as-tu dit » Sa voix, d'ordinaire si ferme, portait une douceur qu'il peinait à reconnaître comme la sienne. Émilie déglutit.
ses lèvres se pressant l'une contre l'autre avant qu'elle ne souffle des phrases hachées, ces mots s'échappant en fragments d'anglais mêlés à l'italien qu'elle avait surpris. Elle répéta ces bribes glaçantes, éliminées quand il sera seul, aujourd'hui. L'air s'alourdit. Michel sentit le poids de ces mots s'enfoncer en lui, non pas comme une suspicion paranoïaque, mais comme une vérité. Il avait trop longtemps vécu dans un monde où la trahison se cachait derrière les poignées de main pour ignorer ce qu'il voyait. Ce n'était pas l'imagination d'un enfant, ni une plaisanterie, ni une erreur. C'était un avertissement. Avant qu'il ne puisse répondre davantage, la porte de la salle s'ouvrit derrière eux, et l'un des prétendus agents de sécurité entra. Ses yeux effleurèrent brièvement la fillette avant de se poser sur Michel, avec un regard trop perçant, trop attentif. Pour la première fois, Michel remarqua l'absence du calme professionnel qu'il attendait de ses gardes. À la place, il y avait une tension, une vigilance qui le glaça. Michel réagit avec une rapidité qui le surprit lui-même. Sans explication, il saisit la main d'Émilie et la tira doucement mais fermement vers lui, tournant son petit corps pour qu'elle soit protégée derrière le sien. Sa voix claqua comme un ordre lorsqu'il demanda à son assistant de confiance d'appeler le chef de la véritable sécurité et d'évacuer immédiatement la salle. Les hommes, autour de la table, éclatèrent en confusion, mais Michel les ignora. Son attention se resserra sur la fillette et l'intrus qui se tenait dans l'embrasure. Le faux garde bougea légèrement, et l'instinct de Michel hurla sa confirmation. Ce n'était pas une coïncidence, et l'avertissement d'Émilie venait de lui éviter de tomber dans le piège tendu. Les instants suivants se brouillèrent. Son véritable service de sécurité arriva, armes dégainées, rapides et précis dans leurs mouvements, et l'imposteur fut maîtrisé, son déguisement arraché, tandis que la vérité éclatait. Ce n'était pas seulement un homme, mais une partie d'un plan plus vaste, une tentative d'assassinat orchestrée avec un soin méticuleux. Plus tard, Michel apprendrait que l'infiltration se préparait depuis des semaines, que les assaillants avaient un peu prévu de frapper lors d'une fenêtre soigneusement choisie où ils se retrouveraient brièvement sans protection. Mais dans cet instant décisif, tout ce qui comptait, c'était la fillette tremblante, dont l'ouïe fine et le courage instinctif avaient fait pencher la balance entre la vie et la mort. Lorsque le danger immédiat fut écarté et que la salle se transforma en un chaos de cris, de coups de téléphone et de clients affolés qu'on évacuait vers la sécurité, Michel se retrouva à l'écart de tout cela, tenant toujours la main d'Émilie. Elle paraissait épuisée, les joues rougies, les yeux trop grands pour son petit visage. Mais elle ne le lâchait pas. Il l'observa en silence, se demandant comment le destin avait pu la placer sur son chemin. Et pour la première fois de sa vie, l'homme qui croyait contrôler chaque variable comprit à quel point ce contrôle était fragile. Il s'agenouilla de nouveau, plus doucement cette fois, et lui demanda comment elle avait su. Sa voix vacilla lorsqu'elle expliqua qu'elle les avait entendus parler italien et que sa grand-mère lui en avait autrefois appris assez pour comprendre. Son explication était simple, enfantine dans son honnêteté, mais pour Michel, elle portait un poids qu'il ne pouvait ignorer. C'était un homme qui avait survécu aux trahisons des conseils d'administration et aux guerres d'affaires, qui avait déjoué des adversaires 2 fois plus impitoyables que lui. Pourtant, aucun d'eux ne l'avait jamais touché comme cet enfant l'avait fait en quelques minutes. Elle l'avait sauvé, non pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec du courage et de l'instinct. Il comprit, en la regardant, que tout son matin avait été réécrit.
Le contrat qu'il attendait sur la table n'avait plus d'importance. Les investisseurs qui piétinaient nerveusement dans le couloir n'avaient plus d'importance. La seule chose qui comptait désormais, c'était la fillette qui venait de changer le cours de sa vie, et la question lancinante de savoir pourquoi une enfant comme elle se trouvait là, inaperçue et sans protection, dans un monde où le danger se cachait derrière les uniformes et les sourires polis. À mesure que le chaos de l'hôtel retombait et que le danger était officiellement déclaré neutralisé, Michel prit une décision qui le surprit lui-même. Il ne la laisserait pas redevenir invisible, pas après cela. Il apprendrait son nom, il apprendrait son histoire, et il saurait pourquoi le destin l'avait choisi pour briser la forteresse de son monde soigneusement construit. Et tandis qu'il la conduisait hors de la salle de conférence, sa main toujours refermée sur la sienne, il sentit que sa vie, autrefois définie par les marges de profit et les luttes de pouvoir, allait changer d'une façon qu'il n'aurait jamais pu prédire. Michel avait toujours cru que la peur était une faiblesse qu'il avait laissée derrière lui, remplacée par la discipline et le calcul qu'il avait porté au sommet. Mais dans les heures qui suivirent l'incident de la salle de conférence de l'hôtel, alors que les imposteurs étaient emmenés et que son équipe de sécurité s'empressait d'évaluer la faille, il comprit que la véritable peur ne venait pas des menaces contre lui, mais de ce qui aurait pu arriver s'il avait ignoré la voix de la petite fille qui se trouvait maintenant assise en silence dans sa suite privée. Elle paraissait incroyablement petite dans le large fauteuil, les jambes repliées sous elle, sa veste, en jean serré, autour de ses épaules, comme si elle cherchait à disparaître dedans. Elle ne pleurait pas, bien que ses yeux fussent encore gonflés par les larmes, et elle ne remuait ni ne parlait. Elle restait immobile, observant la pièce avec la même vigilance qui l'avait sauvée quelques heures plus tôt, comme si elle avait déjà appris que le silence signifiait souvent la survie. Michel congédia ses derniers conseillers et referma la porte, ne laissant que lui et Émilie dans la suite. Pour la première fois depuis leur rencontre, il n'y avait plus de chaos, plus de cris, plus d'urgence, juste le bourdonnement lointain de la ville en contrebas et l'immobilité de la fillette qui avait bouleversé le cours de sa journée. Il se servit un verre d'eau, mais ses mains restèrent plus longtemps que d'ordinaire sur le rebord du verre, trahissant l'inquiétude qu'il refusait de montrer. Enfin, il se tourna vers elle et posa la plus simple des questions. « Comment t'appelles-tu » Elle releva légèrement le menton, sa voix douce mais ferme lorsqu'elle répondit « Émilie ». Il répéta ce nom à mi-voix, le goûtant, l'ancrant dans sa mémoire, pour un homme qui croisait chaque jour d'innombrables noms, dirigeants, investisseurs, rivaux. Celui-ci avait une résonance différente, comme s'il portait un poids au-delà de sa simplicité. Il commença à lui poser des questions avec précaution, afin de ne pas l'effrayer davantage, et peu à peu, son histoire se dévoila. Sa mère travaillait à l'hôtel, nettoyant les chambres et enchaînant les doubles services pour payer les factures, laissant Émilie attendre souvent dans les halls ou errer dans les couloirs. Son père n'était plus là, un nom qu'elle ne prononça pas, une ombre qui n'avait pas besoin d'explication. Émilie parlait d'une voix hésitante, ses petites mains s'entortillant sur ses genoux, mais chacun de ces mots entraînait Michel plus profondément dans un monde qu'il ne s'était jamais permis de considérer. Une enfant vivante en marge de la richesse, entourée d'une grandeur à laquelle elle n'appartenait pas, survivant en silence, tandis que les puissants passaient autour d'elle, indifférents à son existence. Il l'écouta plus longtemps qu'il ne l'avait prévu, le cœur se serrant lorsqu'elle expliqua comment elle avait reconnu les mots en italien, comment sa grand-mère
avait autrefois vécu avec eux et lui avait appris assez de la langue pour des berceuses et des histoires, sans jamais imaginer que cela sauverait un jour la vie d'un homme. Pour la première fois depuis des années, Michel se retrouva sans mots. Il avait affronté des conseils d'administration où le silence signifiait la défaite, où chaque pause devait être comblée par la stratégie. Mais maintenant, ce silence paraissait nécessaire, un espace pour lui faire comprendre qu'il ne la rejetterait pas et ne la presserait pas. Il l'étudia, tandis qu'elle baissait de nouveau les yeux. Et ce qui le frappa le plus, ce n'était pas seulement son courage, mais l'épuisement gravé dans son petit corps, une lassitude qui ne devrait pas appartenir à une enfant. Il se demanda combien de fois elle avait attendu seule dans ces grands halls, ignorée par des hommes comme lui, qui ne prenaient jamais la peine de regarder au-delà de leur propre reflet dans le verre. Lorsque le chef de la sécurité entra pour lui rendre compte des hommes capturés, Michel l'arrêta d'un geste et désigna la fillette. Il exigea de savoir comment ils avaient pu manquer une telle infiltration, comment il était possible qu'une enfant ait remarqué ce que des professionnels formés n'avaient pas vu. L'homme balbutia des explications, offrant des assurances qu'il resserrait déjà les protocoles, mais Michel le fit taire d'un regard si glacial qu'il étouffa toute défense supplémentaire. Quand la porte se referma, le regard de Michel revint vers Émilie, et il comprit que la question la plus pressante n'était pas de savoir comment ses ennemis l'avaient atteint, mais comment le destin avait placé cette fillette sur son chemin. La soirée s'étira, et il finit par commander le dîner pour eux deux. Lorsque les assiettes arrivèrent, Émilie hésita d'abord, ses petites mains flottant au-dessus de la nourriture, comme si elle ne savait pas si elle avait le droit d'y toucher. Michel poussa doucement l'assiette vers elle, la regardant céder enfin à la faim. Elle mangea lentement, prudemment, comme si elle rationnait chaque bouchée, et le spectacle éveilla en lui une douleur inattendue pour un homme qui avait vécu entouré d'excès, qui ne pensait rien de laisser des repas inachevés dans des restaurants où l'addition égalait le salaire mensuel d'un ouvrier. La discipline silencieuse de son repas était une révélation. Plus tard, lorsque la ville au-delà des fenêtres s'enfonça dans la nuit, Émilie commença à s'assoupir sur la chaise, son corps finissant par céder à l'épuisement. Michel se surprit à l'observer plus longtemps qu'il n'aurait dû. Le mouvement régulier de ses petites épaules, la façon dont ses cheveux tombaient sur sa joue, les traces fugitives de peur qui ne l'avaient pas encore quitté. Il comprit que sa présence l'avait ébranlé d'une manière qu'aucun rival n'avait jamais pu. Elle lui avait rappelé une vérité qu'il avait longtemps ignorée, que son empire, sa richesse, sa vie si soigneusement calculée, pouvaient s'effondrer en un instant et que le salut pouvait venir des endroits les plus inattendus. Alors qu'il se tenait près de la fenêtre, contemplant la ligne étincelante des toits qui avait toujours symbolisé ses réussites, Michel Cartier s'avoua quelque chose qu'il n'avait jamais osé auparavant. Il devait sa vie non pas à l'empire qu'il avait construit, ni à la fortune qu'il dirigeait, mais à une fillette de 7 ans qui aurait dû rester invisible à son monde. Et dans cet aveu, il sentit quelque chose basculer, comme si les fondations mêmes de sa vie venaient d'être à jamais modifiées. Le lendemain matin, Michel se réveilla dans son penthouse avec la troublante impression que son monde avait définitivement basculé. La silhouette de la ville, à travers ses parois de verre, scintillait dans la lumière du jour naissant. Les tours qu'il avait fait ériger se dressaient comme des monuments à sa discipline. Pourtant, pour la première fois, elles lui semblèrent creuses, dépouillées de leur ancienne signification. Il avait survécu à une tentative d'assassinat. Ses ennemis avaient été capturés. Son empire ne s'était pas effondré. Et en toute logique,
Il aurait dû revenir aux affaires comme si de rien n'était, mais rien, en lui, ne paraissait ordinaire désormais. Ses pensées n'étaient plus tournées vers les contrats ou les profits, mais vers l'image d'une petite fille recroquevillée dans un fauteuil, son corps trop fatigué pour son âge, ses yeux bleus porteurs de plus de courage que la plupart des hommes qu'il avait jamais rencontrés. Au bureau, son conseil d'administration l'attendait avec un mélange d'inquiétude et d'impatience. Il s'attendait à ce qu'il aborde la faille de sécurité, qu'il rassure les investisseurs et qu'il élabore une stratégie pour maîtriser l'inévitable frénésie médiatique. Au lieu de cela, Michel ouvrit la réunion par une question qui les laissa tous momentanément silencieux. L'un d'entre eux avait-il remarqué l'enfant dans le hall de l'hôtel, la fillette qui attendait pendant que sa mère travaillait, celle qui avait risqué sa vie pour le prévenir? Les cadres échangèrent des regards mal à l'aise, car aucun d'eux ne l'avait fait. Pour eux, les enfants dans les couloirs d'hôtel étaient aussi invisibles que le personnel qui nettoyait leurs chambres. La voix de Michel se fit plus glaciale lorsqu'il souligna l'ironie qu'une enfant de 7 ans ait vu ce que des professionnels entraînés avaient manqué, que l'empire qu'il avait bâti sur la précision et le contrôle avait été sauvé non par l'argent ou le pouvoir, mais par quelqu'un que le monde négligeait sans y penser. Alors que ces paroles coupaient l'air de la salle, plusieurs administrateurs tentèrent de ramener la discussion aux affaires, mais Michel les réduisit au silence d'un seul regard. Pour la première fois, ils comprirent qu'il ne s'intéressait pas à leur stratégie ni à leurs assurances. Son attention avait changé, et ce n'était pas une distraction passagère. Il exigea des comptes de son équipe de sécurité, congédiant sur le champ 2 cadres supérieurs, incapables de répondre aux questions les plus élémentaires sur la façon dont des imposteurs avaient pu s'infiltrer aussi facilement. Mais plus encore, il demanda comment il était possible qu'une enfant ait été laissée sans protection au milieu d'un lieu qu'il contrôlait. Personne n'avait de réponse. Ils balbutièrent, tentèrent de détourner la conversation, mais la colère de Michel fut tranchante et implacable. Il avait toujours été impitoyable dans les affaires, mais cette fois, c'était différent. C'était personnel. Lorsque la réunion prit fin, Michel ne resta pas pour examiner des contrats ou prendre des appels inquiets d'investisseurs. Il ordonna plutôt à son chauffeur de le conduire dans un quartier de la ville qu'il n'avait jusqu'alors traversé qu'en passant sans jamais le remarquer. C'est là, dans un immeuble décrépit, à la peinture écaillée et aux couloirs étroits et faiblement éclairés, qu'Émilie et sa mère vivaient. Le contraste était saisissant. Quelques heures plus tôt à peine, il était assis à une table de conférence en marbre valant plus qu'1 an de loyer pour les familles de cet immeuble. À présent, tandis qu'il gravissait les escaliers grinçants et frappait doucement à la porte, il sentit le poids de cette disparité peser lourdement sur lui. Marguerite Hayette ouvrit la porte, sa silhouette mince et fragile, son visage pâle d'épuisement. Elle parut stupéfaite de le voir, et un instant, elle sembla prête à s'excuser, comme si elle l'avait offensé en existant dans un monde si éloigné du sien. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Émilie apparut derrière elle, sa petite main serrant le tissu de la manche de sa mère. Michel ressentit un étrange serrement dans sa poitrine en la voyant de nouveau, comme si la peur de la veille ne l'avait pas quitté, tant qu'il n'avait pas confirmé de ses yeux qu'elle allait bien. À l'intérieur, l'appartement était propre, mais spartiate, chaque surface révélant le poids des années passées à survivre. Une petite table couverte de papiers et de factures impayées se tenait près de la fenêtre, et dans un coin, un mince matelas servait de lit à Émilie. Marguerite tenta d'expliquer, sa voix hésitante, qu'elle avait fait de son mieux,
qu'elle n'avait jamais voulu mettre sa fille en danger, qu'Émilie n'était pas censée entendre quoi que ce soit. Michel écouta en silence, son expression impénétrable, mais en lui, la colère n'était pas dirigée contre elle, mais contre lui-même, contre le monde dans lequel il avait bâti sa fortune. Un monde où une femme comme Marguerite n'avait d'autre choix que de s'épuiser au travail, tandis que son enfant patientait, invisible, dans les halls d'hôtel. Émilie resta d'abord blottie contre sa mère, ses yeux bleus méfiants, le scrutant, comme si elle n'était pas encore sûre de pouvoir lui faire confiance. Mais lorsqu'il s'accroupit, à nouveau, se mettant à sa hauteur, et la remercia doucement de lui avoir sauvé la vie, elle cligna des yeux, surprise. Ce n'était pas le ton autoritaire d'un milliardaire s'adressant à quelqu'un qu'il jugeait inférieur. C'était simplement un homme parlant avec sincérité, reconnaissant une dette qui ne pourrait jamais être remboursée. Elle hocha légèrement la tête, et, bien qu'elle ne dise rien, ses frêles épaules se détendirent, comme si cette seule reconnaissance avait suffi à alléger un poids. Lorsqu'il repartit ce soir-là, Michel emporta avec lui une inquiétude qu'aucun pouvoir ne pouvait apaiser. De retour dans son penthouse, il resta debout devant les baies vitrées, contemplant la ligne scintillante de la ville, qui avait toujours été pour lui une source de fierté. Mais tout ce qu'il voyait désormais dans son reflet, c'était l'ombre d'une petite fille qui avait risqué sa vie pour le prévenir, et le monde fragile auquel elle retournait chaque nuit. Pour la première fois, il comprit que son empire n'était pas aussi invulnérable qu'il le croyait, et que son plus grand défi ne résidait pas dans la conquête des marchés, mais dans la décision du genre d'homme qu'il voulait être à la suite du courage d'une enfant. Cette nuit-là, longtemps après que la ville se fût tue, Michel Cartier resta éveillé dans son lit et prit une décision qui le surprit lui-même. Il ne laisserait pas cette fillette retomber dans l'invisibilité. Sa vie avait croisé la sienne, et qu'il y fût prêt ou non, il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Les jours qui suivirent sa visite à l'appartement de Marguerite et d'Émilie hantaient Michel, peu importe combien d'heures il s'enterrait dans les contrats, les négociations ou le flot incessant de rapports qui exigeaient son attention. Son empire était une machine qui ne s'arrêtait jamais. Pourtant, pour la première fois de sa carrière, il se surprit à s'en écarter, annulant des réunions, arrivant en retard aux séances du conseil et partant plus tôt avec des excuses qui, autrefois, lui auraient semblé impensables. Ses collègues et investisseurs chuchotaient, certains inquiets, d'autres suspicieux. Mais Michel n'y prêtait guère attention. Il ne regardait plus les feuilles de calcul et les cours boursiers avec le même détachement froid. À la place, il voyait la pile de factures impayées sur la table de Marguerite, le matelas dans un coin de l'appartement, qui servait de lit à une enfant, et les yeux d'une petite fille qui mangeait avec prudence, comme si la nourriture pouvait disparaître à tout moment. Il commença à retourner les voir, parfois sous prétexte de s'informer de la santé de Marguerite, d'autres fois sans explication du tout. Marguerite s'affaiblissait à chaque visite, sa toux s'aggravait, son corps se rétrécissait sous le poids de la maladie et de l'épuisement. Elle tentait toujours de l'accueillir avec politesse, son mince sourire masquant l'ampleur de sa souffrance. Mais Michel voyait clair. Il avait affronté trop de menteurs dans sa vie pour être trompé par ce type de sincérité qui ne naît que du désespoir. Marguerite ne demandait pas d'aide ouvertement, mais son silence portait le poids de toutes les supplications inexprimées. Et Émilie, qui ne quittait jamais sa mère, se dévoilait un peu plus à chaque fois. Au début, elle parlait à peine. Ses mots étaient courts, prudent, mais peu à peu, elle baissa sa garde, lui apportant ses dessins,
lui racontant avec timidité de petits détails de l'école, et même riant parfois, chaque éclat de rire semblant être une petite rébellion contre la tristesse qui habitait leur foyer. Un soir, Michel était assis avec Émilie à la table pendant que Marguerite dormait dans la chambre voisine. Émilie coloriait un morceau de papier, sa langue dépassant légèrement sous l'effort de concentration. Et lorsqu'il lui demanda ce qu'elle dessinait, elle le lui montra fièrement. C'était une maison avec 3 personnages debout devant, un homme grand, une femme aux longs cheveux et une petite fille leur tenant la main à tous les deux. Elle dit doucement que c'était la famille qu'elle voulait, et l'innocence de ces mots le frappa comme un coup. Pendant des années, il s'était défini à travers des tours d'acier et de verre, des bilans comptables et des gros titres. Et voilà qu'une enfant lui rappelait que rien de tout cela n'avait d'importance comparé à la simplicité d'appartenir à quelqu'un. Il se trouva incapable de répondre, et à la place, il tendit la main et lissa doucement le papier, comme si c'était quelque chose de fragile qu'il ne pouvait se permettre d'abîmer. La presse découvrit bientôt ces visites répétées dans un quartier délabré, et la spéculation se répandit comme une traînée de poudre. Certains l'accusèrent de cacher un scandale. D'autres affirmèrent que c'était un coup de communication, une tentative d'adoucir l'image d'un millionnaire impitoyable. Michel ignora toutes les rumeurs. Il avait passé sa vie à contrôler les récits, à plier les médias à sa volonté. Mais cette bataille-là, il refusa d'y gaspiller son énergie. Il se moquait de ce qu'il pensait, car la vérité était quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. Pour lui, il ne s'agissait pas d'image. Il s'agissait du son discret de la voix d'Émilie, quand elle lui posait des questions sur le monde, de la confiance dans ses yeux lorsqu'elle commença à croire qu'il ne disparaîtrait pas, du léger sourire sur le visage de Marguerite lorsqu'elle se rendit compte que sa fille riait de nouveau. Dans son penthouse, il ressentit le contraste plus vivement que jamais. Le silence de ces vastes pièces avait autrefois été un réconfort, une forteresse où il pouvait se retirer des exigences du monde. À présent, il semblait vide, presque étouffant, car il manquait la présence de cette vie fragile qui s'était d'une façon ou d'une autre entremêlée à la sienne. Il se retrouva à contempler la nuit par la fenêtre, regardant la ligne scintillante de la ville qui représentait son triomphe, et se demandant si tout cela valait encore quelque chose s'il échouait à protéger une enfant qui avait déjà fait pour lui plus qu'il ne pourrait jamais rendre. Finalement, Michel prit une décision qui le surprit lui-même. Il appela ses avocats et leur ordonna de commencer à préparer les documents qui lui permettraient d'assumer la tutelle d'Émilie si jamais il arrivait quelque chose à Marguerite. Ses avocats furent stupéfaits, se demandant s'il comprenait bien les complications, l'examen public, les obstacles juridiques sans fin. Michel les réduisit au silence d'un seul regard. Il ne demandait pas leur avis. Il leur donnait un ordre. Il avait passé sa vie entière à bâtir des murs autour de lui, veillant à ce que personne ne puisse jamais s'approcher, assez pour le blesser. Mais ces murs s'étaient effondrés au moment où Émilie avait surgi dans sa vie, avec ces mots qui la vinrent sauver. Il n'y avait pas de retour possible. Ce soir-là, il retourna à l'appartement de Marguerite sans prévenir personne. Lorsqu'il frappa doucement à la porte, Émilie vint ouvrir, ses yeux bleus s'illuminant d'une lueur qu'il n'avait pas prévu d'y voir. Le soulagement. Elle le laissa entrer sans hésitation. Et tandis qu'ils s'asseyaient dans leur petite cuisine, Marguerite apparut, son corps frêle, mais ses yeux brillants, à la fois de gratitude et de peur. Elle tenta de le remercier pour tout ce qu'il avait déjà fait, les soins médicaux, le loyer, la nourriture, mais il l'interrompit doucement. Il lui dit que ce qu'il avait fait n'était rien comparé
à ce qu'elle et sa fille lui avaient donné. Il lui promit, avec une conviction tranquille, qui le surprit lui-même, qu'Émilie ne serait jamais laissée seule, pas tant qu'il vivrait. Les lèvres de Marguerite tremblèrent, ses yeux se remplirent de larmes, et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. En repartant ce soir-là, Michel comprit plus clairement que jamais la vérité. L'homme, qui s'était autrefois défini par des gratte-ciel et des marges bénéficiaires, avait disparu, remplacé par quelqu'un qu'il reconnaissait à peine, mais qu'il respectait enfin. Il n'était plus seulement Michel Cartier, le PDG intouchable, le millionnaire impitoyable. Il était un homme qui avait été sauvé par une enfant et qui portait désormais la responsabilité de la sauver en retour. Et pour la première fois depuis des décennies, il sentit que c'était la seule bataille qui comptait vraiment. Les semaines qui suivirent n'eurent rien de comparable à ce que Michel avait connu jusque-là. Et bien que le monde autour de lui continuât de tourner, avec la même vitesse implacable, sa vie avait basculé sur un axe totalement différent. Il continua à superviser son empire, à signer des contrats, à assister à des réunions, à prendre des décisions valant des millions, mais son esprit n'était jamais pleinement présent dans la pièce. Bien souvent, tandis qu'un cadre s'éternisait sur des prévisions, Michel pensait à Émilie, à la façon dont elle hésitait, avant de rire comme si la joie était quelque chose pour lequel elle devait demander la permission, ou à la toux persistante de Marguerite qui emplissait le silence de leur petit appartement, bien après que ses sourires polis se fussent effacés. Pour la première fois de sa vie, il ressentit l'écrasante lourdeur de l'impuissance, car l'argent, son arme et son bouclier habituel, ne pouvaient pas inverser le temps ni tout guérir. Il pouvait payer les meilleurs médecins, les meilleurs médicaments, le lit le plus confortable, mais il ne pouvait pas rendre à Marguerite les forces qu'elle perdait chaque jour un peu plus. Michel leur rendait visite aussi souvent que son emploi du temps le lui permettait, et bientôt, il comprit que sa présence n'était plus seulement une intrusion, mais une attente. Émilie commença à l'attendre, son petit visage s'illuminant lorsqu'elle entendait son cou frapper à la porte, son sourire prudent éclatant en quelque chose de plus libre. Lorsqu'elle réalisait qu'il était revenu une fois encore, elle l'entraînait aussitôt dans son univers, lui montrant ses dessins, ses livres usés, même de petits pots trésors comme des boutons ou des pierres qu'elle avait ramassées. Et il l'écoutait avec une attention qui le surprenait lui-même. Dans ces instants, il n'était pas le PDG d'une vaste entreprise, mais simplement un homme apprenant à être présent, à voir le monde à travers les yeux d'une enfant obligée de grandir trop vite. Marguerite, en revanche, semblait s'éloigner de ce monde un peu plus chaque jour. Elle essayait de le cacher, rassemblant ses forces pour préparer de petits repas ou plier du linge. Mais Michel voyait bien comment ses mains tremblaient, comment sa respiration devenait courte après la moindre tâche. Il insistait souvent pour qu'elle se repose, prenant lui-même en charge de simples corvées, tandis qu'Émilie riait de voir un homme en costume hors de prix lutter à cuisiner des pâtes ou plier maladroitement des couvertures. Marguerite les regardait alors avec une douceur infinie, ses yeux emplis d'un mélange d'amour et de tristesse, comme si elle savait qu'elle contemplait une vie qu'elle devrait bientôt quitter. Au bureau, les rumeurs se répandirent rapidement. Les employés remarquaient ces changements. La façon dont il partait plus tôt que d'habitude, annulait des réunions tardives, ou dont son efficacité glaciale semblait s'être adoucie aux marges. Certains supposaient qu'il était distrait par un scandale. D'autres pensaient qu'il avait trouvé une femme qui occupait son temps. Mais personne ne pouvait deviner la vérité. Michel ignorait leur commérage. Pour la première fois de sa carrière, il se moquait de la façon dont il était perçu.
car il savait que les choix qu'il faisait comptaient d'une manière qu'il n'avait jamais compté auparavant. Il avait construit des tours qui transperçaient l'horizon, mais aucune d'elles ne valait le fragile lien qui se formait avec la petite fille qui autrefois lui avait sauvé la vie. Un soir, après une longue journée à jongler entre ses affaires et ses visites à l'appartement, Michel arriva pour trouver Émilie, assise par terre, au chevet du lit de sa mère. Elle lisait doucement un livre pour enfants, sa voix hésitante mais déterminée, et Marguerite écoutait, les yeux mi-clos, un léger sourire aux lèvres. Quand Émilie le remarqua, elle referma le livre et grimpa rapidement sur ses genoux, comme si elle l'attendait depuis longtemps. Et Michel sentit son petit corps se détendre contre lui. Les yeux de Marguerite rencontrèrent les siens, et dans ce regard, il vit à la fois de la gratitude et de la résignation. Plus tard, quand Émilie se fut endormie, recroquevillée sur le lit, Marguerite lui murmura qu'elle n'avait pas peur pour elle-même, mais qu'elle était terrifiée pour sa fille, terrifiée de ce qui arriverait quand elle ne serait plus là. Sa voix se brisa lorsqu'elle avoua qu'elle n'avait rien à laisser à Emilia, sinon son amour, et que cet amour ne suffirait pas à la protéger. Michel l'écouta en silence, la gorge serrée, puis lui dit, avec une conviction qui le surprit lui-même, qu'Émilie ne serait jamais seule, pas tant qu'il serait en vie. Il lui promit qu'il s'occuperait de sa fille, non comme une œuvre de charité, non comme une obligation, mais comme quelque chose de bien plus profond. Les lèvres de Marguerite tremblèrent, et bien qu'elle ait tenté de répondre, elle ne fit qu'acquiescer, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. À cet instant, Michel comprit que les promesses n'étaient plus seulement des mots pour lui, pas quand une femme mourante s'y accrochait de toutes ses dernières forces. Au fil des jours, il commença à prendre des mesures concrètes. Il contacta ses avocats pour accélérer le processus de tutelle, leur ordonnant de se préparer à chaque obstacle, chaque complication juridique, chaque bataille publique qui pourrait survenir. Il se moquait de la manière dont les choses se dérouleraient. Il se battrait jusqu'à ce que ce soit réglé. Car l'idée qu'Émilie soit prise en charge par l'État, ballottée dans un système qui voyait les enfants comme des numéros, lui était insupportable. Il avait affronté des concurrents impitoyables dans des marchés hostiles, mais ce combat lui paraissait plus personnel que tous les autres, et il savait qu'il ne perdrait pas, ce soir-là, en rentrant dans son penthouse et en se tenant à nouveau devant les immenses baies vitrées qui dominaient la ville. Michel ne vit plus son empire se refléter dans les lumières scintillantes. Ce qu'il vit à la place, c'était une vérité fragile mais indéniable. Sa vie ne lui appartenait plus. Elle appartenait désormais à la petite fille qui lui faisait confiance et à la promesse qu'il avait faite à sa mère. Pour un homme qui avait bâti son monde sur le contrôle et l'ambition, c'était une révélation à la fois terrifiante et libératrice. Et même s'il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, il savait qu'il l'affronterait différemment de tout ce qu'il avait connu auparavant. Parce que pour la première fois, il avait quelque chose qui valait plus que toutes les tours de verre et d'acier réunies. Le jour où Marguerite s'éteignit fut un jour que Michel n'oublierait jamais, gravé dans sa mémoire avec une clarté si vive qu'elle le transperçait chaque fois qu'il y repensait. Les médecins l'avaient averti que son corps faiblissait, que malgré les traitements, les médicaments et toutes les tentatives d'acheter un peu plus de temps, ses forces s'étaient trop usées. Mais entendre ces mots et les vivre étaient deux choses différentes. Ce matin-là, l'air dans le petit appartement paraissait lourd, comme si les murs eux-mêmes savaient ce qui allait arriver. Marguerite reposait dans son lit, sa respiration faible, son visage pâle mais paisible,
et Émilie était assise à côté d'elle, serrant la main de sa mère avec une détermination qu'aucun enfant ne devrait avoir à trouver. Michel était là depuis l'aube, assis en silence sur une chaise trop petite pour l'ampleur du moment, regardant Émilie lire doucement à partir de l'un de ses livres. Sa voix tremblait, se brisait sur les mots, mais elle continuait parce qu'elle savait que sa mère voulait l'entendre. Quand ses yeux se remplirent de larmes et qu'elle ne put plus continuer, Michel prit doucement le livre et lut à voix haute, sa voix grave portant l'histoire, tandis que le faible sourire de Marguerite persistait. Pour un homme qui avait parlé devant des milliers de personnes dans des salles de conseil, sa voix n'avait jamais paru aussi fragile qu'en lisant ces lignes simples, sachant qu'elles pouvaient être les dernières que Marguerite entendrait. À mesure que les heures s'écoulaient, Marguerite rassembla ce qui lui restait de force pour tourner son regard vers lui. Ses yeux, bien que voilés par l'épuisement, portaient encore une intensité qui le transperça. Dans une voix à peine plus forte qu'un souffle, elle lui demanda de promettre qu'Émilie ne serait jamais abandonnée, qu'elle ne serait jamais livrée à l'indifférence du monde. Elle lui dit qu'Émilie était forte, mais qu'elle restait une enfant, qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la voir, la protéger, la guider à travers les années que Marguerite ne serait plus là pour partager. Michel, la gorge serrée, prit dans ses deux mains la main fragile de Marguerite et lui jura qu'Émilie serait désormais sa responsabilité, qu'il ne se contenterait pas de subvenir à ses besoins, mais qu'il l'aimerait comme un parent doit le faire. Il promit que sa fille ne connaîtrait plus jamais la peur d'être seule. Les lèvres de Marguerite s'étirèrent en un faible sourire, ses yeux s'adoucissant comme si elle pouvait enfin déposer le fardeau qu'elle avait porté seule trop longtemps. Quelques heures plus tard, alors que la lumière du soleil déclinait dans la soirée, elle expira un dernier souffle et s'éteignit. L'appartement devint insupportablement silencieux. Émilie laissa échapper un cri brisé et enfouit son visage contre le corps inerte de sa mère, ses frêles épaules secouées par le chagrin. Michel se rapprocha, la serrant doucement dans ses bras, et bien qu'elle résistât d'abord, s'accrochant à sa mère comme si elle pouvait la rappeler à la vie, elle finit par s'effondrer contre lui, sanglotant dans sa poitrine. Il la tint fermement, une main caressant ses cheveux, ses propres yeux brûlants de larmes qu'il ne chercha pas à retenir. Il avait affronté l'effondrement de contrats valant des milliards, les trahisons d'hommes en qui il avait eu confiance, même des menaces contre sa vie. Mais aucune de ces batailles ne se comparait à la dévastation de tenir dans ses bras une enfant qui venait de perdre la seule personne qu'elle pensait ne jamais devoir quitter. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de démarches et de décisions. Michel prit en charge les funérailles lui-même, veillant à ce que Marguerite soit enterrée dignement, épargnant à Émilie la dureté des démarches qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. La cérémonie fut petite et discrète, n'accueillant qu'une poignée de connaissances et de collègues de l'hôtel. Émilie s'accrocha à sa main tout du long, ses yeux rougis et gonflés, son visage blême de chagrin, et il resta à ses côtés sans faillir. Aux yeux des autres, il pouvait sembler étrange de voir un PDG puissant, agenouillé près d'une petite fille lors de funérailles modestes, lui murmurant des mots de réconfort comme si elle était sa propre fille. Mais Michel se moquait des apparences. À cet instant, Émilie était tout ce qui comptait. Peu de temps après, les services sociaux prirent contact, leur ton clinique et détaché, parlant de procédures, de placements familiaux et de solutions temporaires. Ils expliquèrent que des décisions devaient être prises, que la tutelle était compliquée, que même avec ses ressources, la loi prendrait du temps.
Michel écouta en silence, jusqu'à ce qu'il suggère qu'Émilie serait peut-être mieux avec une famille déjà agréée par l'État. À ces mots, sa voix trancha l'air de la pièce avec une autorité qui les réduisit au silence. Il leur dit froidement qu'Émilie était déjà avec sa famille, qu'elle était sous sa protection, et qu'aucun système ni tribunal ne l'éloignerait de lui. Les fonctionnaires tentèrent de protester, rappelant la surveillance qu'un tel arrangement entraînerait. Mais l'expression de Michel se glaça. Il avait remporté des guerres dans les salles de conseil, face à des hommes 2 fois plus impitoyables, et il était prêt à se battre encore plus durement pour cet enfant qu'il ne l'avait jamais fait pour le profit. La bataille juridique commença presque immédiatement, et les médias s'emparèrent de l'affaire avec frénésie. Les gros titres spéculaient sans fin. Était-ce une manœuvre de communication, une tentative de réhabiliter son image, ou peut-être un scandale caché? Des journalistes campaient devant ses bureaux et son penthouse, réclamant des réponses. Mais Michel les ignora tous. Il refusa de publier des déclarations, refusa des interviews, refusa d'offrir au monde autre chose que sa présence à chaque audience. Ce qui comptait, ce n'était pas ce que le monde pensait, mais ce dont Émilie avait besoin. Et ce dont elle avait besoin, c'était de le voir là, inébranlable, constant, une figure qui ne disparaîtrait pas, peu importe l'ampleur de la tempête. La nuit, Émilie se réveillait souvent, en sursaut, appelant sa mère d'une voix brisée. Chaque fois, Michel était là, assis près de son lit, tenant sa main jusqu'à ce que sa respiration se calme et qu'elle retombe dans un sommeil agité. Peu à peu, elle commença à comprendre qu'il disait vrai, qu'il n'était pas un adulte de plus qui s'évaporerait quand les choses deviendraient difficiles. Elle pleurait encore souvent, mais elle ne pleurait plus seule. Doucement, prudemment, elle commença à s'appuyer sur lui, testant ses promesses, et chaque fois, il les confirmait. Sa confiance grandissait. Lorsque le tribunal lui accorda la garde temporaire, les gros titres explosèrent, mais Michel y prêta à peine attention. Ce qui comptait pour lui, c'était qu'Émilie vivait désormais sous son toit, entourée non plus de solitude et de peur, mais d'un foyer où elle était vue et protégée. Elle était encore fragile, son deuil toujours brut et lourd. Mais il y avait des instants, petits, fugaces, où elle souriait ou riait, et dans ces instants, Michel sentit quelque chose s'éveiller en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Il avait fait d'innombrables promesses dans sa vie, mais celle-ci était la seule qui importait, et il savait avec une certitude absolue qu'il la tiendrait. Une année passa, et bien que le deuil demeurât comme une ombre, les contours d'une nouvelle vie commencèrent à se dessiner. Michel se découvrit un rythme qu'il n'avait jamais connu, un rythme dicté non par des réunions ou des contrats, mais par les besoins d'une enfant qui était peu à peu devenu le centre de son existence. Son penthouse, autrefois froid et résonnant de silence, portait désormais le doux chaos des jouets laissés sur le sol, des dessins scotchés au réfrigérateur, et du bruit de pas qui n'appartenait pas au personnel, mais à Émilie elle-même, qui circulait librement dans l'espace qu'elle appelait maintenant sa maison, là où il n'y avait eu que marbre et verre. Il y avait à présent des traces de vie et de chaleur, ce désordre ordinaire qu'aucune fortune ne pouvait acheter, mais que Michel découvrit être infiniment plus précieux que tous les symboles de réussite dont il s'était autrefois entouré. Émilie s'était fortifiée au cours de cette année, son rire revenant d'abord par éclats, timides et incertains, puis s'épanouissant peu à peu en quelque chose de libre et sans retenue. Elle se mit à bavarder sur ses journées d'école pendant les repas,
lui racontant des histoires sur ses camarades et ses professeurs avec les gestes animés d'une enfant qui n'avait plus peur d'être réduite au silence. Elle remplit des carnets entiers de ses dessins, dont beaucoup le représentaient, lui, toujours à ses côtés, parfois lui tenant la main, parfois simplement debout près d'elle comme un protecteur dans son univers imaginaire. Pour Michel, chaque dessin était une preuve qu'il avait tenu sa promesse, qu'elle le voyait désormais comme quelque chose de permanent, et non comme un autre adulte destiné à disparaître de sa vie. La première fois qu'elle l'appela « papa », ce fut sur le ton de la simplicité, dit sans hésitation, alors qu'elle lui demandait de l'aider pour un projet d'école. Le mot le frappa avec une force plus grande que n'importe quelle récompense qu'il ait jamais reçue. Il lui répondit sans hésiter, mais plus tard dans la nuit. Il resta debout devant sa porte, la regardant dormir, rejouant le son de ce seul mot, jusqu'à ressentir en lui une paix nouvelle, comme si une partie de lui, qu'il ignorait manquante, venait enfin d'être restaurée. Les collègues de Michel remarquèrent le changement en lui, même si peu osèrent en parler. Il ne s'attardait plus tard le soir au bureau, ne traitait plus chaque négociation comme une question de vie ou de mort. Ses décisions restaient tranchantes, ses instincts toujours aussi impitoyables en affaires. Mais ses priorités avaient changé. Il se mit à décliner des invitations, à écourter des voyages et à insister pour être présent au dîner et au récital d'école. Certains murmuraient qu'il s'était attendri, que son tranchant s'émoussait. Mais Michel connaissait la vérité. Il n'était pas plus faible, il était plus fort, désormais ancré par quelque chose de bien plus durable que les marges de profit. Pour la première fois, il ne mesurait pas le succès en chiffres, mais par le sourire d'une petite fille qui l'attendait à la fin de chaque journée. Les batailles juridiques finirent par s'achever en sa faveur, et Émilie fut officiellement sa fille aux yeux de la loi. Les papiers furent signés dans une salle d'audience silencieuse, mais pour Michel, la cérémonie était superflue. Le lien avait déjà été scellé dans d'innombrables moments muets. Les nuits où il restait éveillé à la réconforter après un cauchemar. Les matins où il préparait maladroitement son déjeuner pour l'école. Les après-midi où il l'écoutait bavarder de choses qu'il comprenait à peine, mais qu'il faisait semblant de suivre, juste pour voir son excitation. Et pourtant, lorsque le juge prononça l'adoption définitive, Michel ressentit un immense soulagement, non pour lui-même, mais pour Émilie, qui avait désormais la certitude que plus jamais personne ne pourrait l'arracher à lui. Dans ce tribunal, elle serra sa main, les yeux brillants de larmes, et murmura « Merci ». Et bien que les mots fussent petits, il savait qu'ils portaient le poids de tout ce qu'elle avait enduré et de tout ce en quoi elle croyait désormais. Leur vie commune devint une succession de nouvelles traditions qui semblaient ordinaires aux yeux des autres, mais sacrées pour eux. Le dimanche, ils préparaient le petit déjeuner ensemble, finissant souvent avec de la farine sur les comptoirs et des œufs renversés sur le sol. Et Michel riait ces matins-là plus qu'il n'avait jamais ri au cours de toutes ses victoires professionnelles. Le soir, il lisait côte à côte. Émilie s'enroulait contre lui avec un livre, tandis qu'il faisait semblant de se concentrer sur ses propres dossiers. Mais en secret, il se surprenait à observer le mouvement de ses lèvres lorsqu'elle lisait à voix haute. Le jour anniversaire de celui où elle lui avait sauvé la vie dans cet hôtel, ils lâchèrent un ballon dans le ciel avec un mot attaché. Celui d'Émilie, cette année-là, disait « Nous sommes une famille maintenant ». Et Michel se tenait à ses côtés sur le balcon, le regardant disparaître dans les nuages, la poitrine lourde d'émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler.
Le monde extérieur continuait de spéculer. Les journalistes tentèrent parfois de transformer leur histoire en manchette, mais Michel n'en avait plus cure. Il avait passé toute sa vie à courir après le pouvoir et la réputation, à se protéger contre la vulnérabilité. Mais désormais, il comprenait que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, c'était le courage d'aimer, le courage de protéger, le courage d'être vu, non comme une figure intouchable, mais comme un homme capable de s'agenouiller aux côtés d'un enfant et de lui promettre qu'elle ne serait plus jamais seule. Émilie lui avait offert ce cadeau, et en retour, il lui avait donné la seule chose dont elle avait le plus besoin, la stabilité, l'amour et un lieu où appartenir. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon du penthouse, les lumières de la ville scintillant sous leurs yeux, Émilie posa sa tête contre son bras et murmura qu'elle était heureuse. C'était une déclaration si simple, prononcée sans emphase, mais pour Michel, elle était plus puissante que n'importe quel discours qu'il ait jamais entendu dans sa vie. Il se tourna vers elle, ses cheveux blonds captant l'éclat de la ville, ses yeux bleus brillants de confiance, et il comprit que son plus grand accomplissement n'était pas l'empire qu'il avait bâti, mais la famille qu'il avait trouvée. L'homme qui avait autrefois été défini par la richesse et le pouvoir était devenu autre chose, entièrement. Il était un père, et dans ce rôle, il avait découvert le seul héritage qui comptait vraiment.